Et 60 ans après, le pays connaît de nombreux soubresauts. Les militaires ont pris le pouvoir il y a à peu près un mois. Ils ont annoncé hier que la transition sera menée par l'ancien ministre de la Défense, Ban Dao. Il sera secondé par le chef de la junte, le général Assimi Goïta. 22 Notre septembre invité par 1960. Skype, Niagale Bagayoko, bonjour et merci de répondre à nos questions. Vous êtes chercheur, auteur du multilatéralisme sécuritaire africain à l'épreuve de la crise sahélienne. C'est paru l'an dernier. Un ancien colonel à la retraite et le chef de la junte, donc, à la tête d'un Mali en transition. Bon, là, le message est clair. L'armée est aux commandes. La question qui va se poser est celle de savoir comment va être considéré le statut de nouveau président, Ban Dao, puisque c'est un militaire à la retraite, donc de par ce fait, il a un statut civil. La question qu'on se pose est de savoir si notamment les dirigeants de la CEDEAO vont le considérer en effet comme un civil. Il est important de mentionner le fait que, par ailleurs, de manière tacite, les dirigeants ouest-africains, dans leur dernière déclaration, avaient plus ou moins accepté le fait que le vice-président de la transition soit un militaire chargé des questions de défense et de sécurité, puisqu'ils n'ont pas mentionné d'objection à ce fait. Il faut également rappeler que la déclaration de la CEDEAO demande à ce que le CNSP soit dissous. C'est vraiment sur ces questions-là qu'on va pouvoir juger du caractère civil ou non de la transition. Parce qu'il y a le risque que cette transition soit une transition militaire déguisée. En effet, à l'épreuve des faits, il faudra le voir. La charte de la transition prévoit aussi, et il ne faut pas l'oublier, la nomination d'un Premier ministre. Ce sera un élément absolument essentiel que celui-ci soit civil, en effet, pour rééquilibrer sans doute les choses. Et par ailleurs, je rappelle qu'il y a également un Parlement de transition, dit Conseil national de transition, qui doit être nommé. Et pour l'instant, selon la charte, il peut être dirigé par un civil ou par un militaire, et sa composition également peut prévoir l'intégration de militaires. Donc en effet, tout dépendra de ces équilibres, et si en effet les acteurs issus de l'armée y sont dominants, là en effet on devra se résoudre à considérer qu'il s'agit d'une transition à caractère davantage militaire que civil. Donc ça pourrait aller dans le bon sens, il faut encore attendre quelques semaines, voire quelques mois, mais la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest ont imposé des sanctions à la junte. Reste à savoir si ces sanctions seront levées. Les sanctions, en effet, seront levées dans la mesure où les chefs d'État et de gouvernement estimeront que le dispositif actuel répond à leurs exigences. Et donc, comme je viens de l'indiquer, il n'y a pas que la présidence de la transition qui compte, mais la nomination du Premier ministre, qui, elle, ne pourra intervenir qu'après l'intronisation de cette présidence, qui est prévue vendredi, alors que l'ultimatum de la CEDEAO expire demain. La nomination du Parlement de transition sera également centrale, mais je rappelle aussi qu'il a été adopté lors des consultations, des 11, 10 et 12, ont adopté également une feuille de route de la transition. Et la façon dont celle-ci sera appliquée sera également essentielle pour juger du caractère civil et notamment des avancées qui devront correspondre aux très fortes attentes des populations maliennes. Le chef de la junte a appelé ce matin les Maliens à soutenir les forces étrangères partenaires, c'est-à-dire la France. Qu'est-ce que l'on sait des relations entre la junte et Paris ? C'est une constante depuis le 18 août. Le porte-parole de la junte avait immédiatement indiqué
que celle-ci entendait respecter ses engagements internationaux, notamment vis-à-vis des partenaires étrangers engagés militairement au Mali, qu'il s'agisse de la force française Barkhane ou de la MINUSMA ou encore du G5 Sahel. Aujourd'hui, la question, là encore, va être celle des équilibres qui seront trouvés, parce que cette réaffirmation des engagements, il va falloir voir dans quelle mesure elle est conforme à la feuille de route. Et je rappelle que l'axe 5 de cette feuille de route prévoit notamment un dialogue avec les groupes radicaux. Donc, est-ce que cela sera compatible avec le mandat des différentes forces, notamment avec celui de la force Barkhane? Ce sera une question absolument centrale dans la mise en œuvre de cette feuille de route par l'équipe de transition. Est-ce que vous avez le sentiment que ce putsch au Mali, ce coup d'État, c'est aussi une menace pour d'autres pays africains, alors qu'il y a des élections qui se profilent, en Côte d'Ivoire par exemple? Alors, en Côte d'Ivoire, oui, et ailleurs également. Malheureusement, l'histoire de la sous-région ouest africaine est dominée par le prétorianisme. Vous parliez du cas du Sénégal précédemment. C'est un État qui se distingue par le fait que, justement, dès 1962, les forces armées ont refusé d'intervenir dans l'arbitrage des querelles politiques au plus haut niveau de l'État. Mais ce cas est extrêmement isolé. La plupart des pays de la zone ont expérimenté des régimes militaires, et vous m'interrogez sur la question de ce qui se produit en Côte d'Ivoire. On a vu notamment des déclarations, y compris de certains officiers, qui déplorent le fait que celle-ci pourrait être instrumentalisée, y compris par les acteurs politiques. Merci pour votre regard et votre analyse, Niagale Bagayoko. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le multilatéralisme sécuritaire africain à l'épreuve de la crise sahélienne. C'est paru l'an dernier.